Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, réalisé avec la Maison de l'Europe de Tours et le Centre d'information Europe Direct. Alors cette émission prend la suite de la précédente, la semaine dernière, qui était consacrée à l'influence de la France au sein de l'Union européenne après les élections. Et mon invité est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être venu pour conclure sur ce problème important de la présence française. Donc je rappelle pour tout le monde que nous avions vu la semaine dernière le poids de la France assez minime au Parlement européen, puisque nous n'avons pas de vice-présidence, parce que nous n'avons que deux commissions et qui sont quand même d'un périmètre malgré tout assez limité, limité en droit et limité en fonction. Et nous n'avons qu'un seul chef de parti qui est Manon Aubry, donc la responsable des Insoumis. Donc c'était un bilan en demi-teinte. Donc aujourd'hui, heureusement en Europe, il n'y a pas que le Parlement, il y a aussi d'autres institutions. Et là, nous avons touché au psychodrame français qui vient d'avoir lieu. Ça a été la fameuse élection d'un commissaire européen. Donc je vous laisse le raconter. Alors, merci, parce que c'est une véritable histoire, en effet. Ce que l'on avait vu la dernière fois, c'est que l'élection du Parlement européen doit être vue dans une dynamique institutionnelle. L'installation des responsabilités au sein même du Parlement européen, et puis surtout, il faut rappeler que l'installation de la Commission européenne dépend entièrement du Parlement européen. D'abord parce que la présidente de la Commission européenne, l'allemande Ursula von der Leyen, a été élue par le Parlement européen, et qu'ensuite, la désignation des commissaires qui vont former son équipe, je rappelle que les commissions, c'est 28 commissaires, y compris la présidente, doit, cette désignation, relever d'abord d'une acceptation individuelle de chaque commissaire par le Parlement européen, dans une commission qui se charge de cela, donc à la suite d'une audition sur les compétences du candidat et, comment pourrait-on dire, la neutralité, la respectabilité, son parcours, bien entendu, et puis sa capacité à assumer les fonctions, capacité qu'on peut apprécier sous différents angles, bien entendu, et que ensuite, et là nous avons du retard dans l'installation de la commission qui va intervenir le 1er novembre, va sans doute arriver vers le 1er décembre, ensuite c'est la commission dans son entier, après un discours au fond de politique générale de la présidente, qui est investie par le Parlement. Il fallait rappeler ça. Alors, pour la France, il y avait un enjeu extrêmement important qui consistait à définir, à proposer plus précisément un commissaire au titre de la France. Dans un premier temps, a été, tout le monde le sait, suggéré, proposé Madame Goulard, Sylvie Goulard, qui a un vrai parcours européen. Alors, pour le coup, qui a un vrai parcours européen, parce qu'elle a fait quasiment 2 mandats au Parlement européen, qui d'ailleurs avait écrit un très bon livre que je conseille, qui s'appelle «L'Europe pour les nuls». Bon, ça se retourne un peu contre elle, peut-être malheureusement, mais l'ouvrage, en revanche, est extrêmement bien fait, et qui appartient d'ailleurs toujours au modem de Bayrou, et qui a été, pendant un peu plus d'un mois, ministre de la Défense d'Emmanuel Macron. Sauf que, petite erreur de parcours, qui est en réalité triple. La première, elle n'a pas caché que, contre rémunération, elle travaillait pour un think tank américain, à hauteur de, je crois, 10 000 euros C'est un peu papier. embêtant. C'est un peu embêtant parce qu'on demande quand même à un commissaire, surtout à un commissaire, d'être totalement indépendant, et en particulier, des Américains, oui, ça fait un drôle d'effet quand même. Deuxièmement, alors ça c'est assez dramatique, elle a reconnu et elle a remboursé à hauteur, je crois, de 45 ou 48 000 euros que son attaché parlementaire au Parlement européen travaillait pour le MoDem. Tout ça c'était su et connu. Et d'ailleurs, elle avait expliqué, pour justifier sa démission du ministère de la Défense, que dans l'hypothèse où il y aurait des poursuites, elle démissionnerait. Quand on lui pose la question au Parlement, est-ce que vous démissionnerez si vous êtes poursuivi en justice, elle avait dit non. Quel affront, quelle insulte pour la représentation démocratique européenne. Quand je dis quel affront, quelle insulte, c'est un point de vue. C'est quand même une maladresse, au moins d'une maladresse totale. Peut-être, disons qu'objectivement, c'est d'une maladresse totale. Et puis enfin, dernier petit problème avec elle, c'est que lorsqu'elle était au Parlement européen, alors ça doit remonter
en 2016, à propos d'un très important dossier sur la réforme bancaire, ce qu'on appelle l'union bancaire. Le Parlement européen donc, devait adopter un certain nombre de textes. Vous savez que le Parlement est législateur avec le Conseil. Et Mme Goulard a porté des amendements qui, en réalité, on l'a su, avaient été entièrement rédigés et conçus par des lobbies bancaires allemands. Bon, alors c'est quand même autant, si vous voulez, de dossiers connus et sus de beaucoup, qui posent difficulté. Et en dépit de cela, Emmanuel Macron propose cette candidature. Ça n'a pas raté. La commission qui était chargée parlementaire de l'auditionner, 80 voix, je crois, contre 15, a voté contre son investiture. Alors, est-ce que c'est simplement ce vote contre, est-ce que c'est simplement dû à la personne de Sylvie Goulard, ou est-ce que c'est dû aussi à la personnalité du président de la République, la manière dont les choses ont été faites? Est-ce que le Parlement s'est retrouvé un peu agressé, s'est senti agressé par cette affaire? Alors, je partage totalement votre point de vue. Je pense qu'il est juste. Il y a deux motifs, me semble-t-il, qui se combinent. Et dont un, vous allez voir, qui se confirme. Le premier motif, c'est la personnalité même de la candidate. Pour les raisons que j'ai évoquées, c'était impensable pour le Parlement européen d'accepter cela. Et deuxièmement, en raison de sa personnalité, c'est une façon de dire au président de la République, mais prenez au sérieux quand même les postes que vous proposez à la Commission européenne et prenez au sérieux notre Parlement européen. Parce que nous avons d'abord une légitimité qui est incontestable, d'ailleurs qui est plus récente que la vôtre, au passage, vous, Emmanuel Macron. Et deuxièmement, juridiquement, c'est nous qui avons le pouvoir de nommer ou de ne pas nommer. C'est la première fois que la France se prenait un tel camouflet. Se prend un tel camouflet. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, moi, je me rappelle très bien de l'avoir entendu dire, j'avais l'accord la présidente de la Commission, j'avais l'accord de Mme Merkel, je crois, mais il n'a pas dit j'avais l'accord des parlementaires. Exactement. Et c'était quand même une gaffe monumentale. C'est une gaffe monumentale, ça en dit long sur la manière dont le chef de l'État continue de penser les institutions européennes de la part d'un jeune président de la République, c'est quand même extrêmement inquiétant. Enfin, c'est un point de vue personnel, j'exprime, il n'y a pas de tout juridique, bien sûr. Mais ce que vous dites confirme ce que j'ai évoqué à l'instant. C'est-à-dire que le chef de l'État, plutôt que de faire profil bas et monter au créneau, s'est montré extrêmement furieux et très agressif vis-à-vis du Parlement européen, mais pas que lui d'ailleurs, y compris la presse française et pas mal de membres du gouvernement, en indiquant qu'il avait eu l'accord politique d'Angela Merkel, bon, ça c'est une évidence, et surtout qu'il avait eu l'accord de la présidente de la Commission européenne, enfin la future, la présidente, elle est élue, mais elle n'est pas encore installée. Elle n'est pas encore installée, oui. Mais quelle histoire! C'est-à-dire que le président Macron a une vision très présidentialiste et méprisante du Parlement européen parce qu'il est le président de la Ve République et que le Parlement français ne peut être considéré comme une institution aux ordres de l'exécutif. Donc je crois que là, ça révèle énormément à la fois du manque de respect de la démocratie exprimé très récemment au sein du Parlement européen, de la méconnaissance totale des fonctions du Parlement européen et de l'attitude très française, très exécutive. C'est très franchouillard, pour dire les choses comme elles sont. C'est très franchouillard et c'est très prétentieux que de croire qu'on peut, comme ça, biffer le Parlement européen, le contourner et de faire, au fond, une vieille politique très gaulienne qui consiste à traiter les affaires européennes de chef d'État à chef d'État. C'est pas possible. Mais cette attitude-là, on la retrouve quand on entend les discours des politiques à propos des élections européennes. Quand on parle des élections, il y a les élections sérieuses, celles qui sont importantes, les municipales, les présidentielles et les législatives, les européennes. Il y a quelques jours, j'ai entendu des politiques français expliquer que les élections européennes, ça n'avait pas d'intérêt. Et on le voit, donc ça, à tous les niveaux de l'État français. Alors, c'est tout à fait juste, c'est d'ailleurs assez amusant d'entendre ce type de discours. Oui, évidemment que les élections locales sont sérieuses. Personne n'en doute, et certainement pas moi. Et parce que les collectivités, les maires ont des vrais pouvoirs et la gestion publique locale, c'est très complexe. Évidemment que les élections nationales sont très sérieuses. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de dire que les élections européennes ne sont pas sérieuses. Alors, de la part du gouvernement, c'est assez intéressant. La plupart du temps, l'exécutif, dans les ministères, méprise parfois les élus locaux parce qu'ils sont trop locaux. Et donc les élections locales sont intéressantes pour le gouvernement en place, non pas pour ce qu'elles représentent, parce que tout ça c'est un peu la campagne, il ne faut pas oublier qu'il y
beaucoup de communes rurales. Donc, le mépris consommé dure généralement 6 ans, et 3 mois avant les élections municipales, là, subitement, on trouve un intérêt, et les élections sont sérieuses. Ouais. Évidemment que les élections locales sont sérieuses, c'est incontestable. Mais là où il y a une sous-estimation, je crois, concernant le caractère sérieux, c'est bien s'agissant du Parlement européen, pour les motifs qu'on a évoqués. 400 millions de lecteurs potentiels, le plus grand système démocratique au monde, et des compétences qui expriment la puissance démocratique de l'Union européenne, mais qui sont infiniment plus importantes que notre Parlement français, par exemple. Alors, il nous reste 2 minutes simplement. Je voudrais quand même vous poser une question sur une autre institution, qui est la Cour de justice, que vous connaissez bien. Il y a eu quelqu'un qui a été présenté par la France. Ça n'a pas fait les gros titres comme l'affaire de Sylvie Goulard, mais c'est quand même aussi révélateur de la claque qu'a subie la France dans les institutions européennes. C'est Catherine Pignon, c'est ça ? C'est ça. Alors, en réalité, je crois qu'Emmanuel Macron a pris 3 gifles. L'affaire Goulard, première gifle. Deuxième gifle, alors qui est passée totalement sous silence. Communication restreinte, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai rien trouvé dans la presse, si ce n'est qu'un court entrefilé dans le Canard enchaîné, mais qui remonte à peu près un mois. Catherine Pignon qui est magistrate, qui est sous les ordres directs de notre ministre Nicole Belloubet, devait être nommée avocate générale à la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a 11 postes d'avocats généraux pour 28 juges. Un avocat général, c'est celui qui prépare la décision du juge, pour le dire très 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 brièvement. Mais c'est un poste extrêmement important qui est prestigieux. Mais pour accéder à ce poste, sur proposition du chef de l'État, et d'ailleurs sur forte sollicitation de Mme Belloubet, Catherine Pignon a dû passer un entretien devant ce qu'on appelle le comité 255. 255, c'est l'article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est composé d'anciens juges, d'anciens avocats généraux, d'anciens avocats et d'un conseiller d'État notamment. Et le bilan est terrifiant, parce qu'elle n'a pas été acceptée au titre de ce comité pour incompétence. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc je pense que c'est une magistrate. La question, elle n'est pas compétente en tant que magistrate, ce n'est absolument pas ce que je dis. Mais c'est elle ce qu'est le droit de l'Union européenne. Et je pense que le comité 255 a dû découvrir qu'elle ne savait peut-être pas ce qu'était le comité le droit de l'Union européenne. C'est quand même un peu gênant pour un poste pareil. Donc deuxième claque, et alors il nous reste quelques secondes pour parler de la troisième. Alors la troisième, elle est merveilleuse. L'appétit. La troisième, elle est merveilleuse. Depuis une quarantaine d'années, le service juridique du Conseil européen et du Conseil des ministres, qui est un service juridique et qui est un poste clé. Le responsable du service juridique est dans les huis clos des 28 chefs d'État et de gouvernement. Et c'est lui qui vérifie que tout ce petit monde-là applique correctement le droit de l'Union européenne. C'est un poste qui a toujours été réservé à un Français en accord avec l'Allemagne, et depuis récemment d'ailleurs, exclusivement réservé, comme d'habitude jamais à un universitaire, malheureusement, mais à un conseiller d'État. Bien. L'Allemagne a fait pression pour proposer Clemens Ladenburger, qui est un juriste d'une 50aine d'années, de très haut niveau, qui connaît parfaitement le droit européen, et de très très près d'ailleurs la Commission notamment, et confrontation entre la France et l'Allemagne, et en définitive, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est une défaite à la Pyrrhus, ou une victoire à la Pyrrhus, en tout cas une défaite pour la France, clairement, dans la mesure où non seulement ce n'est pas un énarque, un conseiller d'État qui assurera le service juridique, et deuxièmement, ce n'est pas une Française, mais une Franco-Suisse, qui s'appelle Madame Thérèse Blanchet, qui est assez connue en réalité, parce qu'elle a fait pas mal de services juridiques, notamment à la Commission européenne, et qui est très identifiée, qui est une juriste de très haut niveau. Mais ce qui est amusant, si on peut dire, c'est que c'est une franco-suisse qui est surtout universitaire, qui est avocate, et qui a fait le collège de Bruges. C'est une belle leçon, là aussi. C'est une leçon... Un triste constat, oui. peut-être,